Don't be jealous of my boogie, jealous of my boogie, jealous of my boogie, jealous of my boogie. Don't. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons infuser un thé d'exception. Il s'agit d'un Longjing, donc un thé vert chinois, mais pas n'importe lequel. C'est encore un Longjing de la boutique Postcartis. Alors c'est assez exceptionnel, cette boutique arrive à faire sortir de Chine des thés d'une qualité assez rare. Hein. On dit souvent que les meilleurs crus ne sortent pas de Chine et il faut toute l'expérience de certains vendeurs occidentaux pour arriver à faire sortir ces feuilles de Chine pour que nous, les petits Européens, ou occidentaux au sens large, nous puissions y goûter. Donc là, il s'agit d'un Longjing dont la cueillette et la fabrication, c'est-à-dire principalement la torréfaction, a été effectuée le 1er avril. Donc c'est quelques jours avant la fête du Qingming. Hein, en Chine, en fait, les thés les plus chers, en fait, vont être ceux qui vont... donc ça va être les premiers de l'année, la date est très importante. Et c'est pour ça que ce thé, comme beaucoup, en fait, sont faits, enfin, de Longjing sont faits avec le cultivar qu'on appelle numéro 43, qui est un cultivar qui est hâtif, donc il va sortir plus vite, parce qu'évidemment, les gens, ils sont pas fous. Ils se disent, plus c'est tôt, plus c'est cher, donc on va produire on va cultiver des espèces de théiers qui sortent plus tôt, tout simplement. Donc voilà, pour faire une petite présentation, je vais encore vous renvoyer sur le site de Postcartis, parce qu'il y a un gros descriptif pour ce thé, et heureusement, hein, quand on a des thés de cette qualité, on aime bien savoir exactement d'où ça vient, comment ils sont cultivés, etc. Et là, ce site ne nous déçoit pas, puisqu'on a vraiment tout. On a l'explication du cultivar, l'explication de ce qu'est un Longjing, l'explication de Master Luo, hein, qui est un jeune maître de thé. Hein. Il est le plus jeune, il a remporté 3 fois le concours de meilleur. Alors, la traduction n'est pas évidente, mais on va dire le meilleur fabricant de thé Longjing. C'est le premier, en fait, donc il fait partie des 16 plus grands faiseurs de Longjing en Chine, et c'est le seul qui a moins de 60 ans. Donc c'est pour vous donner une idée. Lui, il tient son savoir-faire de son grand-père, hein, qui était aussi une sommité dans le milieu, et donc ce Master Luo, il a gagné 3 fois le prix du meilleur, ils disent Longjing Firing King, parce que fire, donc ça va être la torréfaction, c'est le shacking, en fait c'est une opération qui consiste à passer les feuilles au wok, mais ça demande une dextérité assez incroyable pour fabriquer ce thé, ne pas brûler les feuilles, et que le thé donc gagne une dimension, on va dire, toujours florale, mais éventuellement avec des notes un peu de noisettes, etc. Bref, il faut connaître un peu le thé pour ça. Mais voilà, faire du Longjing de cette qualité, ça demande un savoir-faire vraiment incroyable. Il y a très peu de gens qui le font. Pour donner une idée, il y a 2 ans, le thé de Master Luo, le Longjing, donc c'est le même, hein, préparé avec les mêmes feuilles. Là, il s'agit des premières feuilles cueillies de 2017 sur donc ces arbres. Donc lui, il a soit un cultivar numéro 43, soit d'autres cultivars de plus vieux arbres. Donc les caractères sont différents, on aime ce qu'on veut. Mais bref, lorsqu'il a gagné donc son titre la dernière fois en 2015, les feuilles, alors j'ai lu tout à l'heure, les feuilles se sont vendues 12 000 livres les 100 grammes quand même. Donc voilà, hein, on se rend compte que ce genre de truc c'est rare. Donc là, on n'est pas dans ce genre de prix, hein, fort heureusement. Est-ce que je vais arriver à faire là, c'est quand même pas des feuilles données, hein. Les 20 grammes, on en a pour 45 €. Donc on est sur... Non, il veut vraiment pas faire la mise au point. Donc on est sur... Là j'ai 5 grammes. Voilà, on divise par 4. Hein. On est un peu plus de... On est environ 6 €. Non, je dis n'importe quoi. On est environ 10 € en fait la dégustation. Bon, voilà. Finalement, c'est comme se payer une bonne bouteille de vin. D'ailleurs, on aura... À l'arrivée, on aura plus de 75 centilitres, hein, de la contenance d'une bouteille de vin. Donc, en fait,
c'est un thé totalement extraordinaire et bon, finalement on se rend compte que c'est pas non plus un prix exorbitant si on ramène au volume obtenu et au plaisir, parce que là on est en dimension, pour arriver à ce niveau de qualité au niveau 20, il faudrait taper dans la Romanée Conti, etc. On est dans le thé de super exception. Alors je crois que le thé est en rupture de stock, je ne sais pas, je ne sais plus. Oui, alors celui-là il est en rupture de stock et en fait donc dans la boutique ils vendent aussi donc des cultivars qui sortent après, aux alentours du 20 avril. Donc il y a le 20, le 21, le 23 et le 24. Eux, on est plus sur des prix de 27 €, 28 € les 20 grammes. Donc ça reste toujours des thés qui sont faits par Master Luo. Master Luo, donc il les fabrique 100 grammes par 100 grammes. Il fait, je crois, 15 kilos en tout dans l'année, c'est tout. Dans la journée, il doit faire un peu plus de 2 kilos en y passant toute la journée pour fabriquer ces thés. Bref, c'est des thés rares et donc qui sont chers, mais c'est pas grave. Alors là, on va être dans le thé d'exception. J'avais déjà donc fait une vidéo sur un Tan Song, lui aussi venant de prestigieux, d'un maître de thé prestigieux. Qu'est-ce qui différencie des thés de très haut niveau comme ça, de thés plus standards? Bon, ça va être des thés qui vont être bons. La question que des fois on se pose, par exemple qu'on pose au boulot, quand je dis bah tiens, on dit tiens David il boit des thés qui coûtent des 1000 et des 100. Est-ce que quand on le boit, on se rend directement compte que c'est des thés qui valent super cher? Alors j'ai envie de dire oui, mais cela dit, sur des thés vraiment très haut de gamme, généralement on est dans la finesse. C'est pas bon de façon exubérante, ça va être très bon, etc. Mais ça va peut-être être plus difficile pour un débutant de saisir toutes les subtilités. C'est des thés qui vont vraiment être dans la finesse, donc il va pas falloir se louper au niveau de la préparation forcément. C'est des thés qui vont peut-être demander quand même un minimum de connaissances, pas forcément au niveau des paramètres, parce que sur des thés de cette qualité-là, on peut se permettre à peu près n'importe quoi, mais voilà, c'est pas des thés qui vont être faciles d'accès, exactement comme les vins, comme un bon whisky, etc. Si on goûte, qu'on n'y connaît pas grand chose en vin et qu'on goûte directement une bouteille qui vaut 300-400 €, bah on va passer à côté de... on va se dire ah oui c'est vraiment bon, mais par rapport à quelqu'un qui s'y connaît en vin, lui il va quand même apprécier beaucoup plus toutes les finesses. C'est la même chose au niveau du thé. Je voulais juste souligner que ça va être dans la finesse et pas dans l'exubérance que vont se trouver la qualité de ce genre de thé. Autre petite anecdote avant de commencer, et celle-là j'y tiens. Pourquoi est-ce que je vais parler mi-octobre d'un thé qui a été cueilli le 1er avril? Eh bien tout simplement parce que la Poste m'a fait une jolie blague, et ça je vais le raconter parce que je suis vraiment pas content. Non pas que mes vidéos ont une telle portée que ça va changer les choses, mais quand même, c'est des thés qui m'ont été envoyés début juillet en accusé de réception contre signature, sauf que le colis n'est jamais arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc, et ben voilà, passé une semaine, 15 jours, j'appelle la Poste, j'ai dit bah voilà, j'ai rien reçu, et pourtant sur votre site internet c'est marqué que j'ai reçu les thés. Elle dit ah, si vous l'avez reçu, c'est que vous avez dû signer, donc c'est de votre faute. Vérification faite, la personne au téléphone m'a dit ah effectivement personne n'a signé pour votre colis, donc on ne sait pas. Donc je dépose une réclamation. On me dit, sous les 5 jours, vous allez avoir une réponse, etc., etc. Donc, évidemment, au bout d'une semaine et demie, rien du tout. Je rappelle en disant, ah, bah, vous n'avez pas eu la réponse. Pourtant, ils ont mon adresse. Hein. Vous n'avez pas eu la réponse. Bah voilà, la réponse qui a été faite par votre centre de tri, c'est que, eh ben, écoutez, ce qu'il y a dans votre boîte aux lettres, c'est votre responsabilité. La prochaine fois, merci d'utiliser un truc contre signature pour plus de sécurité. Alors, je suis là, ok, donc je demande à la personne si elle se rend compte de ce qu'elle est en train de me dire. Elle fait oui, effectivement, il y a une erreur, donc je renvoie le dossier. Bon, bref, je vous la fais courte. 4 fois j'ai fait ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois. 4 fois, on s'est renvoyé la balle en disant oui, vous recevez un courrier ou un mail où on vous appelle sous les 5 jours. Et 4 fois, bah rien, moi je suis obligé d'appeler et ils me disent ah bah tiens, si, le centre de tri a fait une réponse, on a un courrier, c'est bizarre.
bizarre que vous l'ayez pas reçu. Il est signé manuellement, comme quoi, bah, la prochaine fois, merci d'utiliser un envoi contre-signature, parce que là, c'est votre responsabilité. Donc, bon, j'essaie de pas m'en prendre aux personnes comme ça au bout du fil qui n'y sont pour rien, surtout des services déportés ailleurs. Donc, je demande ce qu'on peut faire, et donc là, ça part au niveau d'au-dessus. Donc, quand même, au bout de 2 mois, ça part au niveau d'au-dessus, donc au niveau du service juridique à Paris. Là, on me dit, ah, ça va être plus long, donc attendez-vous à une réponse tous les 15 jours. 3 semaines après, enfin 3 semaines, 2 semaines et quelques après, je rappelle, ah mais vous n'avez pas eu la réponse du service juridique, le service juridique vous dit que, bah écoutez, c'est de votre faute, la prochaine fois, merci d'utiliser un service contre signature. Donc voilà, donc je demande à la personne, elle dit oui, effectivement, il y a eu une erreur, donc je vais renvoyer un nouveau dossier au service juridique, nouvelle référence, veuillez noter, donc il note, etc. Et là, je précise bien que toutes les réponses qu'on vous a faites avant sont fausses, puisque personne n'a signé votre colis, etc. Bref, j'ai refait trois recours juridiques, et à chaque fois, ils m'ont fait la même réponse de merci d'utiliser un truc contre signature la prochaine fois. Bon, alors moi, ça n'a rien à voir, mais je suis fonctionnaire, j'ai de voir à quel point un ancien service public comme ça devient une boîte où les gens qui ne reçoivent pas leur colis, etc., ils ne peuvent même pas faire une réclamation, et tout est fait pour que ce soit perdu, hein, parce que, bon, je m'étais fait envoyer que Longines avait quand même pour... vous vous rendez compte, hein, quand on commande 3-4 Longines avec les prix que je donnais plus tôt, j'en avais pour une côtelette somme, donc au final je m'assois dessus, parce que tous les recours je les ai épuisés, et on m'a bien fait comprendre que, en tout cas la Poste m'a bien fait comprendre que d'une façon détournée, que ça servait à rien maintenant de faire une réclamation, parce que tout arrivait, voilà, tout était jeté systématiquement à la poubelle, et qu'il n'y avait aucune volonté de rembourser le client lésé. Voilà, je suis pas un amoureux de Chronopost non plus, et je conseillerais personne d'aller à Chronopost, mais honnêtement, ça vaut pas le coup de payer des trucs contre signature maintenant, parce que vous pourrez toujours vous asseoir sur l'assurance qu'il y a avec. Je suis vraiment en colère, doublement, parce que c'est l'été, moi c'est mon petit moment de bonheur tous les ans, de recevoir cet été de Maître Luo, de Master Luo, et voilà, quand on les attend dans sa boîte aux lettres, bon voilà. Bon, aussi parce que l'argent, je m'assois dessus, et également parce que ça me fait vraiment et honnêtement de la peine de voir que la Poste en est réduit à ça, quoi. Réduit à faire, écoutez, ciao, quoi. On m'aurait dit, alors je suis pas là pour faire de la politique, mais on m'a dit que ça a été une grosse boîte, Free, etc., qui font, quand on voit les gens bouler, et personnellement ça ne m'aurait pas surpris, mais là, venant de la Poste, je suis vraiment déçu. Bref, toujours est-il que ce petit moment de bonheur de ces feuilles 2017, la première cueillette, etc., qui est sous vos yeux, et du coup je vais l'apprécier avec vous en retard, et je ne remercie pas la Poste. Voilà, je suis désolé, c'est une anecdote, je suis un peu énervé, je suis certainement pas sous le meilleur karma pour apprécier ce thé, mais je vais me calmer un peu avant d'infuser et de déguster ça. Voilà, voilà. Je vais faire une petite pause. Nous revoilà, nous revoilou. Je refais chauffer de l'eau. Donc, c'est parti. Hein. Maintenant que je suis calmé. Donc, c'est vraiment dommage que je ne sache pas décrire les parfums. Parce que on a vraiment quelque chose de magnifique. De magnifique au nez. C'est vraiment... Souvent sur les mauvais Longjing, parce que grosso modo, les Longjing, c'est le premier thé vert de Chine. Normalement, c'est cultivé uniquement dans la région qui va bien, la région du Meijiawu Village. Mais évidemment, des Longjing, on en fait partout en Chine, la contrefaçon étant reine. Donc, c'est évidemment très facile de trouver plein de contrefaçons. La plupart des vendeurs, par exemple sous Latitude, de toute façon, ils se feront revendre des thés qui seront peut-être des contrefaçons, mais eux n'en sauront pas grand-chose, malheureusement. Donc voilà, c'est pas évident de trouver ça. D'habitude, sur les thés de plus mauvaise qualité, on a la torréfaction, hein, donc le passage au wok, la fameuse étape qui est cruciale et que c'est maîtriser les vrais maîtres de thé comme Master Luo. Voilà, c'est le facteur limitant, c'est là où va s'arrêter
On peut avoir des bonnes feuilles de base, bien cultivées, etc., sans produits, hein. Mais si jamais la personne qui est au wok, elle ne sait pas ce qu'elle fait, eh ben, on aura un thé moyen. Donc avec des odeurs un peu de brûlé, un peu de, voilà, de végétal chaud, comme c'est pas bon, c'est pas évident à décrire. Là, on est vraiment sur quelque chose de très harmonieux. On va avoir quelque chose de très équilibré en bouche, j'en suis sûr. Donc voilà, j'ai rechauffé le Gaiwan parce que voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais rincer un peu ça. Donc les thés verts comme ça, on ne les rince pas, mais par contre je vais rincer en matériel parce que ce genre de thé, j'ai pas envie qu'il y ait une poussière, un reste d'un thé d'avant qui reste. Donc hop, je vais bien tout nettoyer avant d'infuser ça. Voilà, et ben c'est parti. Donc on sent les feuilles sèches, froides si j'ose dire. On va également sentir les feuilles dans l'instrument chaud. Alors, on sent la torréfaction, mais ça paraît un peu peut-être un peu bizarre comme ça de sentir la torréfaction sur du thé vert, mais on sent quand même le fait, voilà, la cuisson, quoi. Enfin, voilà. C'est jamais évident de traduire entre firing, roasting, etc. Il y a plein de mots que nous, on va exactement avoir le pendant en français, entre cuisson, torréfaction. On peut très facilement faire des abus de langage. Donc là, je passe vraiment du shashing, donc c'est le passage au wok, hein. Donc je vous invite à aller piocher toutes les infos sur le site de Postcartis. Il y a également des vidéos, carrément, où on voit Master Luo qui travaille, même des interviews en longueur sur le blog. Bref, si vous êtes curieux, savoir, parce que c'est vraiment une perle, hein, c'est vraiment quelque chose de rare et de précieux. Donc si vous voulez avoir plein de détails, ils en fournissent plein. Oh là là. C'est vraiment l'un des meilleurs moments de l'année, l'infusion de ce Longjing. Donc généralement pour la méthode d'infusion, je vais mettre mon eau donc qui n'est pas bouillante pour en fait humidifier un tout petit peu sur le fond monté. Voilà, que les feuilles, vu qu'on va pas rincer, on pourrait rincer et puis jeter et puis ou même boire la première infusion, mais traditionnellement ça se fait comme ça. On va commencer par, plutôt que de rincer, de rehumidifier un peu les feuilles avec une eau chaude hein, et hop, on va attendre un peu et après par contre, vu que le fond là, il est froid, l'eau est tiède, hein, on va pouvoir compléter directement à l'eau bouillante, mais en faisant attention de verser sur les rebords du Gaiwan et pas directement sur les feuilles. On ne veut pas choquer ces belles feuilles, ces petites feuilles toutes fragiles, enfin fragiles peut-être pas, mais chères surtout. On ne veut pas gâcher en faisant le gros porc, en versant n'importe comment l'eau. C'est aussi pour ça que normalement c'est bien les bouilloires asiatiques qui ont un bec beaucoup plus fin vont permettre d'avoir une verse qui va être beaucoup plus pratique. Là j'ai pas sorti la Tetsubin, comme je l'ai pas sorti lors de mes vidéos précédentes, parce que le but aussi c'est de montrer qu'on peut faire une très bonne tasse de thé, infuser des thés qui sont chers et précieux avec un équipement ma foi de base, un Gaiwan en porcelaine et une bouilloire ma foi du commerce. La seule chose c'est que c'est la qualité de l'eau et de pas utiliser sa bouilloire avec l'eau du robinet, tantôt avec l'eau du robinet et tantôt avec une eau minérale, parce que là ça ne sert strictement à rien. Là j'ai mon eau, je vais quand même en parler parce que c'est quand même bigrement important sur ce genre de thé hautement subtil. Donc moi j'utilise la Mon Barbier, donc elle est dispo chez Super U, chez Carrefour, en bidon de 5 litres aussi. C'est une eau donc très pure. On est à 52,2 mg par litre de résidus à sec et un pH quasiment neutre à 7,3. On est vraiment sur une eau neutre parfaite.
Donc voilà, donc là mon infusion, bah, elle va pas être très chaude hein, parce que j'ai mis un fond comme un bon fond d'eau qui était relativement tiède. Donc là je dois être à mon avis 70 degrés, qui n'est pas vraiment la température normalement que j'ai envie d'atteindre. Mais bon voilà, je sais que la première infusion ça va pas être la meilleure. Ça va être un prélude au reste. Donc du coup je la rallonge un peu au feeling j'avoue. Bon j'ai un peu l'habitude d'infuser ce genre de thé. Donc c'est pas non plus la chance. Il faut vraiment que je mette une autre lumière ici pour que quand je fais ça, vous puissiez voir quelque chose. Voilà, je fais tant bien que mal avec la torche de mon téléphone. Si c'est pas... Voilà. C'est une jolie feuille. Hop, je laisse le téléphone pas loin pour me resservir. Hop, donc voilà cette première infusion. J'aurais pu garder la torche, mais vous allez pouvoir voir, je pense, à quel point on a une liqueur totalement translucide et parfaite. C'est voilà, bah c'est parfait, hein. C'est comme de l'eau. On n'a rien de trouble, c'est absolument magnifique. Hop. Donc, je parlais de matériel, de qualité d'eau. Donc ça, je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée parce que c'est le truc. On dit souvent la théière, faut avoir la bonne théière, machin, pour infuser le thé. Que nenni, ce qu'il faut, c'est l'eau. Une fois que vous avez l'eau, que vous avez la bonne eau, une bouilloire comme ça à 20 € dédiée qui voit que cette eau-là. Donc cette eau, ça peut être ça, ça peut être la Volvic, mais bon, du coup, j'en parlerai. Une bonne eau, bah du coup, un Gaiwan, un truc en porcelaine. Bon là, c'est de la belle porcelaine, ça aide. Évidemment, il ne faut pas que ce soit de la porcelaine en plastique, mais grosso modo, un Gaiwan en porcelaine, ça coûte 5 $. Bon, pas celui-là, mais bon, ça coûte 5 $. Sur internet, on n'a pas besoin de choses hyper fancy. De toute façon, les thés verts en théière, ma foi, je vois pas l'intérêt. On peut faire tout l'été en Gaiwan. Et Dieu sait que moi je ne me prive pas. Donc voilà, on a, donc je sais pas si vous voyez, mais avec le petit dessin au fond de la tasse, non parce qu'évidemment il ne va pas faire la mise au point, hein. Mais voilà, la pureté incroyable de cette liqueur, hein. Voilà, et ma foi, c'est parti, c'est la première tasse. À la chine. Ah ouais, c'est fort quand même. C'est fort. Je pensais que avec ma température un peu froide, j'allais avoir quelque chose d'un peu mou du genou, un peu faible, mais là c'est quand même, il y a de la puissance quoi. J'ai 5 petits grammes, pourtant ça vient pas du dosage. C'est bon, mais alors là, waouh! Oh là là, je me souviens pas. Ça doit être, je sais pas, la 4e, 5e année peut-être que j'ai la chance de boire ces, peut-être 3 ou 4 plutôt, ces crus de Master Luo. Celui-là, je le trouve très original. Plus fruité. Encore une fois, le pré-Qingming, donc celui qui est beaucoup plus cher que les autres, il est différent, hein. Il est du cultivar 43, tandis que les autres sont d'un autre cultivar. Master Luo lui-même dit qu'il préfère ces autres cultivars, on va avoir un thé avec plus de corps, plus de, voilà, plus, je sais pas comment dire, plus masculin. Bon. Là on est dans des choses qui est plus fine, mais là je m'attendais pas, je me souviens pas avoir quelque chose aussi fruité dans les années d'avant. La liqueur, elle disparaît en bouche, on a l'impression qu'elle s'évapore en bouche, qu'on n'a même pas le temps, même pas besoin d'avaler quoi. C'est vraiment une sensation que j'adore. Plus que tout. Mais par contre, quand même de la force.
Pas pour me déplaire, mais du coup, ça va quand même donner un indice pour la fusion suivante. La fusion suivante, du coup, comment je vais l'attaquer? En fait, je vais faire très chaud, mais très court. Comme ça, vu que je vais faire très court, je vais pas avoir trop de force dans la tasse, mais vu que ça va être très chaud, je vais quand même avoir une belle extraction de tout ce qui est bon, des saveurs, etc. On remarque en plus la qualité, la qualité du travail, on n'a que des feuilles entières, zéro brisure. C'est aussi ça tient aussi du marchand, hein, parce que le marchand, faut qu'il ait les emballages, faut qu'il traite le thé aussi avec beaucoup d'attention, etc. C'est pas que le thé en lui-même qui est bon, il faut toute la chaîne suive. Alors c'est parti. Donc l'eau bouillante qui vient juste de refroidir. Là, je stresse parce que je me dis, est-ce que j'ai assez d'eau dans la bouilloire? Ouais. Alors, je vais me raviser. Je vais rajouter de l'eau, parce que combien de fois ça arrive, combien de fois ça m'est arrivé et que ça m'arrivera encore, d'avoir trop peu d'eau dans le bouilloire, et du coup de verser, et là du coup, il y a la moitié du galiwan qui est rentré, la bouilloire qui est vide, et là on fait non, voilà, c'est pas extrêmement grave, hein, c'est une demi-tasse qui sera quand même bien, mais bon bah voilà, là je vais prendre quand même mes précautions. Alors en fait, je fais bouillir aussi très peu d'eau à la fois parce que pour avoir une verse relativement précise. Parce que si la bouilloire elle est pleine, en fait, quand je vais commencer à verser, il y a de l'eau qui va couler. Donc là, ça va être impossible de savoir ce que je fais. Si la bouilloire elle est quasiment vide, donc au minimum, en fait, l'eau elle va commencer à verser quand ma bouilloire elle va être quasiment 90 degrés. Donc je vais pouvoir être super précis au niveau de la verse sur la bord de mon galiwan. J'espère que vous entendez ce que je dis avec la bouilloire. En attendant, je ne veux pas dire que ça valait le coup d'attendre tout ce temps parce que je me serais bien passé des 3-4 mois supplémentaires à cause de la poste, mais honnêtement, en tout cas il n'a pas perdu. Hein. Wow. Cette longueur, c'est impressionnant. Il va falloir se méfier, donc les paramètres permettent un peu de dompter cette force. Parce que je ne m'attendais pas à ce que d'avoir quelque chose d'aussi puissant en fait. Allez hop. Donc on attend que l'eau se calme. Et c'est parti. Donc c'est là qu'on a envie d'être précis. Préférez en mettre à côté que d'en mettre directement sur les feuilles. Voilà. Avec une bouilloire un peu plus pleine, c'est toujours un peu plus délicat. Voilà, donc là j'ai la bonne dose. C'est magnifique. Je sais pas si je peux faire ça, ça marche. Si je fais ça, clac. Oui, non, voilà, hop, hop, hop. Pas mal ça. Ah mais j'ai dit que je faisais court. Ah là là. Décidément la vidéo, c'est toujours piégeant. Bon, on est pas mal quand même. C'est un peu la peur que j'avais, je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo sur ce thé, sachant que, vu que je vais discuter, je vais être déjà beaucoup moins dans l'appréciation du thé, parce que je vais être dissipé à parler, etc. Mais également au niveau de la préparation déjà.
Des fois, on fait n'importe quoi. Là, j'ai encore la longueur de la tasse d'avant qui me fournit des choses, des trucs un peu zestés, un peu sur la grume. C'est magnifique. Magnifique. Alors par contre, maintenant, je vais essayer de m'amuser comme ça. C'est mieux peut-être que de rapprocher la tasse. Je vais essayer d'avoir un repère, voilà, pour le faire à chaque fois. Clac, clac. Haha. Ouh, c'est bien ça. Je le referai. Juste la lumière qui est un peu juste. Donc des feuilles parfaites. Magnifiques. Et vous pouvez également voir la tasse d'une limpidité exemplaire. Vous pouvez voir que c'est magnifique. Très belle tasse, hein, au passage. Voilà. Clac. Et une fois c'est parti. J'ai encore l'énergie de ce thé là qui me rattrape. J'étais super énervé en débutant cette vidéo, je pense que ça s'est entendu. Et là je suis content, mais content d'un zen, c'est incroyable. Ah là là, j'ai envie d'attendre encore un peu parce qu'il se passe encore plein de choses de l'infusion d'avant. Vu qu'elle était puissante, ça développait une toute petite astringence très sympathique et qui m'alimente de choses vraiment très intéressantes, de sensations, de fraîcheur, de saveur. On était bien au niveau de la puissance en fait. Pas trop infusé. Waouh. Et ben j'ai envie de dire le waouh en fait il résume plutôt pas mal. Plutôt pas mal en fait voilà, mon impression de ce thé. C'est pas facile de mettre en mots. Alors je pourrais avoir c'est joli avec la petite feuille qui flotte, à passer beaucoup de temps à décrire. Alors je sens la prunelle de machin, de bidule, de choses. Bah non, là c'est juste wow parce que il y a voilà, ça se passe de mots en fait, des thés de cette qualité là. C'est tellement beau. Le corps il se sent tellement bien et comment arriver à décrire ce genre de voilà. Bah, je pense que je l'ai fait un peu indirectement en disant que je suis content, voilà, je suis content, tout mon corps là il est relâché, il se passe plein de choses en bouche, j'ai une longueur incroyable, il y a quand même de la puissance, je sens que je vais faire beaucoup d'infusions, ce qui est plutôt une bonne nouvelle hein, parce que bon, je prévu le prix, on est quand même content, mais waouh. Hop. Cette fois j'aurais pu la manger. Hein. C'est pas grave. Allez, hop. C'est une chance, hein, c'est une chance incroyable d'avoir ce genre de thé. Alors c'est une chance, je dis ça pour moi, d'avoir les moyens de me payer ce genre de thé, mais c'est également une chance pour nous d'avoir été de cette qualité-là. Alors peut-être que c'est pas évident et je conseillerais plutôt aux gens qui débutent un peu, quitte à se faire un petit plaisir d'aller plutôt dans les récoltes des 20, 23, 24, 25, c'est lesquels avril. Je vais regarder les descriptions rapidement. Je sais pas, non, ils vont pas donner de distinction en fait entre, ils vont pas décrire la distinction entre les thés de différentes dates. Ils disent plutôt bah, à vous de vous faire une idée, déjà de comparer celui du 1er avril, donc le cultivar 43 avec les autres cultivars. Alors pour les nanas, donc c'est les Ta Song Pin. Alors je prononce certainement très mal. Donc celui-là, donc, il n'y a pas l'âge des arbres. Les autres, ceux autour du 20 avril, en fait, ils sont plus, ils disent, entre 150 et 200 ans. Ce qui commence à être respectable pour un théier. Et plus un théier est vieux, ça va être comme une vigne.
ou d'autres choses, plus ce qu'il va donner va être intéressant. S'il n'a pas été arrosé de produits chimiques, que ce soit des engrais ou des herbicides ou des pesticides, s'il n'a pas été taillé n'importe comment, si aussi il n'a pas été récolté n'importe comment, s'il n'y a qu'à la fin il restait 2 ou 3 feuilles. C'est aussi, ça va jouer, et sur les années d'après ça va diminuer la qualité de la récolte. Donc là, voilà. On est sur des gens qui, voilà, de toute façon, c'est des gens qui gagnent bien leur vie à ce niveau-là, dont le but c'est de faire le meilleur thé plutôt que d'accumuler de l'argent. Donc ils vont être prêts à perdre de la productivité au profit de la qualité, ce qui est un peu le secret de la qualité, parce que toujours dans ma tête, c'est toujours une balance. Quand on cherche à augmenter la productivité, on perd toujours en qualité. En obtenant une pomme qui est grosse comme ça, elle sera toujours moins bonne qu'une pomme toute rabougrie qui ressemble à rien comme ça, mais qui va être un concentré de saveur. Donc voilà. On est parti. Deuxième tasse. J'ai encore tellement de choses en bouche. C'est une limpidité parfaite. En bouche, c'est d'une pureté. Et derrière là, rattrapé par des flots d'énergie, de longueur, et tout qui arrive après avoir avalé. Les meilleurs thés, c'est vraiment pas dans la bouche et le goût qu'on trouve, en tout cas que moi je trouve le plaisir, c'est vraiment tout ce qui se passe après. Et on va dire, ça va être l'inverse du débutant, on va dire, qui va d'abord aimer les parfums. Donc les parfums, c'est avant de boire, on va dire, puis après la bouche, puis après éventuellement ce qui se passe après. En fait, généralement, c'est pas obligé, mais quand on évolue du thé, ça s'inverse. C'est-à-dire que les parfums, on n'a plus rien à faire. Ou en tout cas, c'est tout en bas de l'échelle. Le goût, c'est toujours important, c'est sûr. Mais quand on a des choses avec autant de choses qui se passent après avoir avalé, et voilà, ça devient... On renverse totalement la tendance. Voilà, c'est déjà fini. Et c'est parti, je vais refaire réchauffer l'eau pour la troisième, et puis j'ai trouvé quelque chose à dire pour conclure. Voilà, un peu de concentration au moment de verser, ça fait pas de mal. Vous pouvez voir ce magnifique tableau. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Ouais, je vais m'arrêter là avant de faire une bêtise. Je pense que je vais pouvoir faire un sacré nombre d'infusions avec ce thé. C'est assez impressionnant, je pense. Hop, je vais dézoomer un peu pour la verse. Là, les feuilles, elles sont bien ouvertes. Du coup, je vais raccourcir. Je ne vais pas rallonger le temps d'infusion. Je vais garder la même chose ou un peu plus court. J'espère que vous pouvez admirer l'incroyable limpidité de cette liqueur. Hop, je vais verser et vous montrer ça. Voilà. Et allez, zoomons, ne soyons pas avares. Suis-je au max? Là, je suis au max. Voilà. Et voilà. Donc là, je pense que vous pouvez apprécier la limpidité de la liqueur, qui est toujours un bon signe. C'est toujours un bon signe. Lorsqu'on a quelque chose de très pur, de transparent, etc. Sauf sur les Fukamashi Sencha, des thés japonais, les tuvages longs, on est vraiment sur quelque chose de très bien. Allez hop. Clac. On dézoome. Waouh.
suis toujours sous l'effet de ce thé, je pense que c'est pas fini. Je crois que je suis parti avec mes 5 grammes, là, je suis parti pour une petite dizaine d'infusions facile, quoi. Facile, et je pense que je vais totalement sous en sortant dès que je vais lever mes fesses de cette table. Vaut mieux pas que j'essaye, sinon ça va être la catastrophe. À la chill pour cette 3e ou 4e, je ne sais même plus. Bref. Le soleil se joint à la partie. Oui, je suis parti pour de nombreuses infusions encore. Ah ouais, c'est bien. C'est bon. J'ai envie de dire qu'il y a un côté épicé, mais je ne sais pas comment le décrire. Je me retiens de prononcer le mot depuis tout à l'heure, parce que c'est pas piquant, mais la force, en fait, elle est un peu comme quelque chose de poivré. Je sais vraiment pas le décrire. Bref, c'est bien joli de me regarder faire des onomatopées. Je ne sais pas si je ferai une vidéo, parce que j'ai aussi quelques Longjing des 20 et quelques avril. Donc pour voir un peu la différence, j'ai d'autres thés à critiquer, j'ai notamment, j'ai reçu ça, je suis trop content, la dernière galette de thé sauvage de chez Talid, il y en a 2, une grande, une petite, donc ça je suis très content. Et également, en fait chez Tim, ma commande, elle a été, fallait rattraper le temps perdu, hein. Donc j'ai commandé pléthore de choses. Donc, bon, le but c'est pas de faire une vidéo, hein, c'est de boire. Mais cela dit, il y a quand même une ou deux choses qui ont l'air assez exceptionnelles. Je pourrais vous parler, par exemple, des thés de Master Hsu, qui est, lui, l'une des références absolues pour les thés de rocher, les yancha, les Wu yancha, qui sont des thés extraordinaires, des thés qui sont des oolongs, qui sont très torréfié, en tout cas par rapport à ça. Master Hsu, c'est une sommité, c'est lui qui a, en fait, il y a 5 théiers légendaires, hein, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait, on n'a plus le droit de faire du thé avec, ils sont sous cage, etc. Plus personne n'a le droit de les toucher, sauf Master Hsu, qui a été désigné donc, par la Chine pour être celui qui les entretient et qui a été le dernier homme à avoir fait du thé à partir de ces théiers, qui est dans vitrine de musée. Je ne sais pas si j'ai pas entendu qu'ils avaient eu le droit de le récolter récemment pour refaire un truc, bref, c'est aussi une sommité, donc c'est vraiment encore une fois toutes les qualités de Tim, d'être capable de faire sortir ce genre de feuilles. Alors c'est pas parce que c'est un mafieux ou qu'il a des connexions plus loin que le bras, non, à mon avis, le connaissant, c'est juste parce qu'il est gentil, sincère, et quand on le rencontre, on se dit, ok, lui il est totalement pour l'amour du thé, il n'est pas là pour se faire des mille et des cents, il est là par pure passion, et je pense que c'est plus facile de faire affaire avec des gens comme ça qu'avec des gros requins qui prendront les thés de Master Hsu par exemple, qui les amèneront en France, qui mettront leur nom et un joli numéro dessus et qui s'approprieront tous les crédits du thé. Donc évidemment ce message ne vise absolument personne, hein, surtout pas à Paris, surtout pas dans le 5e arrondissement. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ça envoie cette vidéo. Bref, tout ça pour dire que voilà, un thé vraiment d'exception. Si vous avez un jour la chance de boire ce genre de choses, n'hésitez pas. Faites gaffe à la préparation. Prenez surtout une eau de qualité, une eau bien dans une bouilloire qui n'est pas pleine de calcaire ou de trucs comme ça, de résidus des produits chimiques, de l'eau du robinet qui a bouilli avant. Faites-le avec calme, avec concentration également, et bon voilà, après cherchez pas à mettre des mots de partout, bon, sauf si c'est votre trip, et soyez plus dans l'appréciation pure, dans l'écoute de ce que vos corps vous dit, et ce genre de thé vous le rendront bien. Voilà, merci pour tout, et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera peut-être plus courte.